Je m'appelle Richard Witorski, je suis professeur à l'Université de Rouen. Je suis aussi directeur d'un laboratoire qui s'appelle le Centre de recherche interdisciplinaire en éducation et formation des universités de l'Université de Rouen. Et ce laboratoire, et donc ça situe un peu mon champ disciplinaire, donc ce laboratoire est en sciences de l'éducation et de la formation. J'ai plutôt une culture en analyse du travail, puisque mes premiers travaux ont utilisé des démarches d'analyse du travail pour analyser l'exercice d'un certain nombre de métiers et les apprentissages qu'ils construisent à l'occasion de l'exercice de ces métiers, et c'est un peu dans le droit fil, si vous voulez, de ces premiers travaux que je vous proposerai une présentation aujourd'hui, en insistant peut-être sur un aspect dont je ne suis pas forcément le spécialiste. Mais j'ai abordé cette question, j'ai abordé cet angle, je dirais, d'analyse avec beaucoup d'intérêt, et j'ai découvert des travaux à cette occasion sous l'angle évidemment des temporalités. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je pense je suis invité aujourd'hui à participer à ce webinaire. Et encore une fois, merci de m'accueillir parmi vous. Alors, je vais partager peut-être un diaporama qui va me servir un petit peu de point d'appui, ou en tout cas ce sera plus facile pour repérer un certain nombre d'éléments. Le titre que je propose est un peu long, mais enfin c'est celui que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire je vais m'intéresser à l'exercice de l'activité donc de directeur général, puisque c'est ce qui m'a intéressé dans la recherche que nous avons conduite il y a quelques années, et notamment comment cette activité de directeur général est l'occasion de développer, chemin faisant, un certain nombre d'apprentissages professionnels. Donc l'idée, c'est d'essayer de comprendre comment on construit finalement son métier, comment on apprend et en le construisant son métier de directeur général, en accent plus particulièrement pour aujourd'hui l'analyse sous l'angle des temporalités, mais aussi des scènes de l'activité. J'y reviendrai tout à l'heure. Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de la question des temporalités. Je sais que des gens sont beaucoup plus affûtés que moi sur la question des travaux relatifs aux temporalités et au rythme, et notamment, bien sûr, l'initiateur de ce webinaire, je pense à Michel, et à d'autres personnes probablement autour de l'écran. Mais ça a été pour moi, il m'a semblé à un moment, en analysant les informations, que c'était une clé d'entrée indispensable pour comprendre la façon dont ce métier se construit et dont il s'apprend. C'est pas spécifique, on le verra, hein, l'analyse que je vais proposer, chemin faisant, c'est pas spécifique aux directeurs généraux, mais à bien d'autres métiers aujourd'hui, bien entendu. Alors, euh, je, quelques éléments peut-être sur voilà, sur le contexte de la recherche. C'est une recherche qui s'est voulue collaborative, parce que c'était lié à la demande. Les directeurs généraux, c'est une association de directeurs généraux qui a commandité cette recherche, j'y reviendrai tout à l'heure, et qui a souhaité y contribuer. Et en tout cas, nous avions fait, l'équipe de recherche, nous avions fait la proposition de les associer au vu des enjeux de la recherche. Je vais y revenir dans quelques secondes. Alors, d'abord, peut-être préciser qu'il s'agit de directeurs généraux, c'est-à-dire des personnes qui remplissent une fonction de direction incluant ou concernant un ensemble de sites, c'est-à-dire que ce ne sont pas des directeurs d'établissement, mais bien des directeurs généraux d'un ensemble, donc d'une association, d'associations qui réunissent un ensemble d'établissements, parfois de plusieurs milliers de salariés. Donc ce sont plutôt de grosses associations qui œuvrent dans le secteur du social ou de médico-social. Alors en France, vous avez par exemple la communauté Emmaüs, vous avez les petits frères des pauvres, vous avez aussi un certain nombre d'associations qui relèvent de l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Je pense au réseau des ADPI.
des ADAPI, etc. C'est-à-dire, l'idée, c'est bien de s'intéresser à la personne qui joue cette fonction de direction générale et d'animation de l'ensemble de l'association, au-delà, bien au-delà, bien entendu, de la direction d'un établissement, mais de l'ensemble des établissements qui composent l'association. C'est important de mentionner qu'il s'agit d'associations et pas d'entreprises industrielles, commerciales ou autres, parce que évidemment, vous comprenez bien, notamment en lien avec la loi de 1901 qui régit les associations à but non lucratif, l'enjeu n'est pas de construire et de faire, de produire des bénéfices en quelque sorte, à redistribuer éventuellement à des actionnaires, mais bien de gérer au mieux une activité en fonction d'une orientation, en fonction d'un projet associatif. Donc il y a l'engagement par rapport à des valeurs à défendre, une orientation. Et donc ça, c'est une spécificité quand même, avec une spécificité importante liée aux modalités de financement, puisque ces associations, pour une bonne part d'entre elles, dépendent aussi de dons, mais aussi d'un certain nombre de subventions. Et ça pèse aussi sur l'activité des directeurs généraux. Ça fait partie de l'environnement qui explique que l'activité des directeurs généraux prend une orientation à certains moments, j'y reviendrai, particulière. L'idée de cette recherche, c'est de mieux comprendre ce métier de directeur général au moment notamment où il se transforme, ce métier ou cette fonction. Là, on pourrait y revenir si vous voulez. Moi, j'aurais tendance à parler plutôt d'une fonction que d'un métier pour différentes raisons, mais peut-être qu'on y reviendra. Un moment où il se transforme parce que depuis un certain nombre d'années, on constate que les modalités de financement de ces grosses associations se transforment, les modalités de contrôle aussi de l'activité, mais aussi de prescription en amont de l'activité, les deux allant de pair, évidemment, se transforment avec un poids beaucoup plus important des nouvelles prescriptions, on pourrait dire des nouvelles normativités, notamment par rapport à l'activité remplie, au service rempli, rendu par les associations. Donc ça pèse énormément sur le métier de directeur général. Et donc, à un certain moment, cette fonction, à un certain moment, les directeurs généraux se sont posé des questions visant à mieux comprendre aussi ces tendances d'évolution récentes. Alors, il s'est agi d'une étude qui donc sur 2 années, un peu plus de 2 années, auprès de 6 associations, j'y reviendrai tout à l'heure, sur l'ensemble du territoire national français. Et donc l'idée a été d'aller sur le terrain, voir comment ça se passe dans chacune des associations. Je vais évidemment préciser un petit peu les choses. Alors, je perds la commande, voilà. Cette recherche a été commanditée, comme je le disais tout à l'heure, par une association professionnelle, une des grosses associations professionnelles de directeurs généraux dans le cadre du champ du social et du médico-social. Et l'enjeu pour cette association est double, si vous voulez. L'enjeu de la recherche est double. Le premier enjeu, c'est de mieux comprendre, je vais peut-être pas forcément prendre dans l'ordre les éléments qui sont sur le diaporama, mieux comprendre les tendances d'évolution de cette fonction ou de ce métier, mieux comprendre les contraintes qui s'exercent sur ce métier, sur l'exercice de ce métier, et puis mieux peut-être formaliser un peu plus ce qu'est cette activité, parce que les directeurs généraux sont des directeurs généraux sans avoir suivi une formation de directeur général. Très souvent, les parcours, en tout cas c'est le constat qu'on a fait lors de cette recherche, sont des parcours de formation divers et variés, avec souvent des compléments en cours de carrière, en cours d'itinéraire professionnel, des compléments via des grandes écoles, etc., mais pas de formation spécifique à cette fonction ou à ce métier. Bon, j'hésite entre les deux encore, de directeur général. Et donc l'idée, c'est d'essayer de mieux comprendre finalement ce qui se fait en se faisant, sans que les directeurs généraux n'aient réellement, sans que l'association professionnelle non plus n'ait réellement formalisé cette activité. L'idée, c'est aussi, bien entendu, dans un second temps, de mettre en place
des mesures d'accompagnement, de formation des nouveaux arrivants ou des directeurs généraux en place. Alors, des directeurs généraux en place lorsqu'ils sont en difficulté, parce que ça arrive du fait de ces nouvelles contraintes dont je parlais tout à l'heure, et les directeurs généraux arrivant dans la fonction pour qu'ils se socialisent plus rapidement finalement à cette fonction. Voilà les enjeux. Alors les objectifs de la recherche sont de trois types, et puis ensuite je vais rentrer un peu plus dans le détail de la conduite de la recherche. D'une part, identifier et analyser l'activité du directeur général. Je vous dirai comment on a procédé en quelques mots, en vue de la capitaliser. Essayer de repérer aussi, alors à l'aide de, vous l'avez compris, de six études de cas en quelque sorte. Nous avons regardé attentivement 6 situations de directeur général. Et pour chaque situation, on a repéré des particularités. Moi, je vais vous parler d'un exemple particulier que je connais mieux, c'est celui que j'ai étudié finement, sous cet angle justement des temporalités. Mes collègues ne l'ont pas forcément fait pour les 5 autres exemples. Hein, et alors, l'idée étant de repérer au final, c'est ça l'une des intentions de cette recherche, des orientations ou des tendances communes qui fondent cette fonction de directeur général à partir de l'examen du déploiement de l'activité du directeur général. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, mettre en place les moyens d'une réflexion continue sur cette fonction et ses évolutions, et c'est ce que nous avons fait auprès notamment du conseil d'administration de l'association professionnelle à la suite. Alors, du point de vue de la cuisine de la recherche, voilà comment nous avons procédé. Nous avons procédé sous la forme de la réalisation de 6 études de terrain qui étaient articulées à des moments d'exploitation collective de chacune de ces 6 études de terrain. Donc, il y a eu des moments de croisement de ces 6 études de terrain dans un groupe qui réunit les chercheurs ou les co-chercheurs. Donc, on a constitué, et c'est une des particularités de cette recherche peut-être, on a considéré que il était probablement plus intéressant de constituer des binômes en associant étroitement les directeurs généraux volontaires, à des binômes composés d'un chercheur et d'un directeur général. L'idée étant que 6 études de terrain ont pu être menées sur 2 années avec 6 directeurs généraux, sachant que nous étions une équipe de 6 chercheurs, donc chacun a travaillé plus particulièrement avec un directeur général et l'a suivi dans ses activités pendant 2 ans. Entre 2018 et 2020. Nous avons, du point de vue de la méthodologie, assez rapidement procédé pour chacune des associations étudiées. Nous avons procédé à une analyse d'abord documentaire, repérant les éléments qui nous semblent indispensables pour comprendre cette activité, l'histoire aussi de cette activité. Ensuite, nous avons eu des périodes j'allais dire, de rencontres directes par période de 2 jours, 2 fois par année sur 2 ans. Et donc, à chaque fois, nous menions un recueil d'informations assez varié, de façon inévitable sous forme d'entretien avec les directeurs généraux à plusieurs moments, pour saisir aussi les évolutions, pour mieux comprendre leur itinéraire professionnel, comment en sont-ils arrivés à cette fonction de direction générale, comment ils peuvent la décrire, la vivre, etc., et y compris dans les évolutions sur 2 années. Et en même temps des rencontres et des entretiens avec un certain nombre d'interlocuteurs dans les associations, par exemple, certains directeurs d'établissement, des responsables au niveau du siège de l'association, et puis aussi des interlocuteurs institutionnels et aussi des moments pendant ces périodes de 2 jours d'observation in situ de l'activité du directeur général, sous la forme, par exemple, de la participation à des moments de réunion institutionnels ou non, en CODI, en comité de direction, etc. Et l'analyse aussi d'une technique qui nous a semblé tout à fait intéressante, des agendas
des directeurs généraux, puisque le fait d'analyser l'agenda d'un directeur général qui formalise un peu chronologiquement les choses, mais aussi les ratures qui montrent qu'il y a des bouleversements dans l'emploi du temps, parfois au dernier moment, et donc demander au directeur général de commenter son agenda tel qu'il est rempli, nous renseigne beaucoup aussi sur la variété et la diversité de cette activité. Et nous avons, et c'est sans doute une particularité de cette recherche, nous avons proposé aux directeurs généraux co-chercheurs, si je puis dire, dans un premier temps plus en situation de nous donner des informations sûres et de nous aider à comprendre qui rencontrer et quelles situations observer pour mieux comprendre leur activité. Et dans un deuxième temps, on leur a demandé de participer à l'écriture d'un livret par site, par association. Donc chaque binôme était en charge de l'écriture d'un petit livret représentant l'analyse finalement conjointe de l'activité et des apprentissages développés par le directeur général. Alors, évidemment, la primauté, la primeur, j'allais dire, de l'analyse revenait aux chercheurs. Et ensuite, dans ce livret, il y avait une réaction en écho du directeur général par rapport aux analyses proposées. C'était ça un peu l'idée. Donc, à la fin, nous avions une collection de 6 livrets avec à chaque fois une analyse particulière selon des angles différents. Je vais y revenir tout de suite puisque l'équipe, non, je l'ai pas dit là, alors je vais le dire un peu plus haut. L'équipe était composée de 6 chercheurs, mais qui ont pour particularité de relever d'orientation épistémologique, plus que méthodologique, mais surtout épistémologique, un peu différente, puisque nous avions, et c'était un choix, vous lisez dans le diaporama, après 6 chercheurs, entre parenthèses, GIS, c'est un groupement d'intérêt scientifique qui a été sollicité pour cette recherche, et nous avons décidé dans ce groupement d'intérêt scientifique qui s'intéresse à l'étude des activités et des métiers relevant de l'intervention sociale et notamment les transformations des activités et des métiers relevant de l'intervention sociale et leur professionnalisation. On avait décidé dès le départ de constituer un groupement d'intérêt scientifique mixte avec des disciplines, des options épistémologiques un peu différentes, considérant que pour éclairer la question des activités et des métiers de l'intervention sociale, on peut le faire, notamment en France, avec des éclairages disciplinaires différents, puisqu'il n'existe pas de discipline propre en travail social comme ça peut exister dans d'autres pays. Donc, les 6 chercheurs ont été choisis en fonction de cette représentation, en quelque sorte, de la diversité, avec une représentation des sciences de l'éducation et de la formation, une représentation de la sociologie, une représentation des sciences de gestion, notamment, particulièrement, sauf si j'oubliais, mais je pense avoir à peu près mentionné l'essentiel des orientations ou des champs disciplinaires concernés. Donc, nous avons ensuite, je vous l'ai dit tout à l'heure, un groupe mixte a été constitué, composé des 6 chercheurs et des 6 directeurs généraux, donc des 6 binômes, donc 12, se réunissant régulièrement, 2 fois par année, pour exploiter, d'abord en amont pour construire les outils de recueil d'informations, et pendant pour exploiter les informations au fur et à mesure, mutualiser les informations recueillies à l'occasion de ces 6 terrains de recherche par les 6 binômes, et essayer de faire une analyse sur les transversalités. Et aujourd'hui, donc c'est le 5e point que vous voyez sur la diapo, nous terminons, puisque là on est en train de le déposer auprès de l'éditeur, un ouvrage qui réunit les différents contributeurs qui ont participé directement à la recherche, donc les 6 chercheurs, les 6 directeurs généraux, avec des textes à la fois composés de 2 parties, une partie présentant les 6 études de cas en quelque sorte, et puis une deuxième partie qui porte sur des éléments de transversalité. Moi, je vais vous parler plus particulièrement aujourd'hui parce que cet angle ou cette analyse sous l'angle des temporalités, je l'ai particulièrement porté sur mon terrain, donc je vais parler d'un terrain particulier, d'un cas particulier, et pas forcément des tendances générales, même si je pourrais vous dire un peu quelles sont les tendances communes ou les différences s'agissant de cet impact ou de cette analyse en termes de temporalité de l'activité du directeur général. Alors,
Je vais prendre pour cela enfin l'exemple d'un directeur général. Bon, j'anonyme complètement, mais si vous connaissez un peu la situation française, vous allez dans le champ associatif, dans le domaine du handicap, vous allez tout de suite repérer, je pense, mais enfin je ne le mentionnerai pas. Je me suis intéressé à l'étude de cet objet, hein, de la recherche, auprès dans une situation particulière, notamment auprès d'un directeur général d'une grosse association œuvrant dans le champ du handicap. C'est une association qui a été créée dans les années 60, qui se situe, dont le siège est dans l'est de la France, et les différents établissements sont dans l'est de la France, puisqu'il y a plusieurs associations qui portent le même nom en France et qui ont formé un réseau d'ailleurs. Et c'est une association qui a été créée par des parents à l'époque, dans les années 60, d'enfants en situation de handicap ou handicapés. L'idée étant de trouver ou de construire ensemble des solutions pour des enfants qui se situent un peu en difficulté par rapport à une forme plus ordinaire, à la fois de scolarisation, mais aussi d'exercice du travail, quoi, de développement d'une activité de travail. Et donc cette association, alors je vais être rapide, je vais pas la présenter en détail parce que nous n'avons pas le temps, mais ce que je voudrais dire, et ça c'est important pour comprendre quelle est l'importance, l'enjeu aussi de l'activité pour d'un directeur général, c'est une association qui a au départ, comme beaucoup d'autres dans ce domaine, acquis un grand nombre de locaux, de biens immobiliers. Donc il y a un patrimoine immobilier important, notamment dans les années 70, acquis par l'association, permettant de créer des logements, mais aussi des structures de formation, mais aussi des structures de travail pour ces enfants en situation de handicap, mais aussi pour ces enfants devenant après adultes, pour lesquels le problème continue à exister, bien entendu. Il faut proposer des structures de travail qui permettent de prendre le relais. Et en 2010, un audit a été réalisé auprès de cette association, et c'est le cas d'autres associations dans d'autres secteurs d'ailleurs, hein, et disant que, en lien avec notamment en France l'augmentation des exigences en matière de sécurité, etc., que les locaux n'étaient plus tout à fait aux normes 40 ou 50 ans après, et qu'il était nécessaire de procéder à une mise aux normes de ces locaux, ce qui allait représenter une dépense extrêmement importante pour l'association, même si c'est une très grosse association, c'était une dépense évidemment importante et qui faisait que le directeur général se posait la question, et le conseil d'administration, mais surtout le directeur général, pouvons-nous l'assumer et devrons-nous régulièrement l'assumer puisque les normes changent? Et donc, est-ce que la stratégie, c'est de conserver, c'était ça la question, les locaux, les biens immobiliers, ou au contraire, ne plus être propriétaire de ces biens immobiliers, mais locataire? Et donc, c'est cette idée, et alors, ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, mais je vous le dis maintenant, c'est que nous avons étudié l'activité des directeurs généraux dans les 6 associations, en nous disant, on va s'intéresser à 2 choses. La première chose, c'est l'activité au sens de ce que fait un directeur général dans le quotidien de sa fonction. Et puis l'autre aspect, c'était de s'intéresser à une activité particulière qui constitue la gestion, l'engagement ou la gestion d'un changement. Parce qu'une des caractéristiques d'un directeur général, c'est quand même d'être beaucoup dans la gestion non seulement du quotidien, mais aussi de changements, parfois de changements d'envergure pour lesquels d'ailleurs ils sont recrutés. Et après, éventuellement, ils quittent l'association, ils vont vers une autre, etc. Et donc, le changement qui a été d'envergure, qui a été choisi comme levier aussi d'analyse de l'activité du directeur général pour cette association, c'était la la vente en quelque sorte, donc la cession de l'ensemble du patrimoine immobilier de l'association auprès d'une fondation d'utilité publique qui a été créée
de manière à ce que l'association devienne simplement locataire des biens immobiliers et pas propriétaire nécessitant de payer l'ensemble des travaux. Donc c'était au propriétaire, à la fondation d'utilité publique, de prendre en charge les travaux de mise aux normes, l'association ne faisant que payer un loyer à cette fondation d'utilité publique. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce un changement qui impacte l'activité? Parce que, si vous voulez, enfin je pense que vous le comprenez, l'association s'est constituée dans les années 60 sur cette idée que pour trouver des solutions et les construire, il faut probablement acquérir un certain nombre de biens immobiliers, de locaux, et donc ça signifie qu'il y a un attachement particulier, un ancrage fort dans les murs, j'allais dire, de l'association, de ce qu'est le projet associatif et son fonctionnement. Et donc, il y a tout un travail d'accompagnement de cette séparation, j'allais dire, du point de vue notamment de la part des membres du conseil d'administration, qui sont souvent des représentants des parents, de générations plus récentes évidemment, mais de parents, mais aussi d'autres institutions. Il y a un changement un peu culturel et en même temps, ce qui a été l'objet de l'analyse, c'est ce qui se passe très souvent dans beaucoup d'autres associations de ce type, c'est un changement de structuration, j'allais dire excusez-moi, une activité plutôt de réorganisation interne et notamment l'association était organisée en établissements, établissement de formation, établissement de travail, établissement d'hébergement, etc. Et chacun des établissements, au fur et à mesure du temps, avait développé sa propre logique de façon plus autonome. Et l'enjeu pour le directeur général, c'était aussi de construire, de faire en sorte que cette organisation par établissement devienne une organisation par pôle qui permet de casser des logiques d'autonomisation par établissement qui rendaient difficile parfois la mise en œuvre d'un certain nombre de décisions ou de changements. Donc, les deux se faisant ensemble, et c'est ça qui a été particulièrement regardé pour vous donner les éléments de contexte. Alors, comment ai-je regardé cela, puisque c'est plutôt l'analyse que je fais par rapport à l'étude de cet exemple, hein, que j'essaye d'évoquer avec vous là maintenant. J'ai regardé ça sous l'angle à la fois, je me suis dit, dans cette activité, il y a quelque chose de l'ordre, on le sent bien, d'une diversité très forte, et puis de rythmes différents. Bref, il y a quelque chose autour des temporalités. Et il se trouve que dans notre laboratoire, le CIRNEF, dont j'ai parlé tout à l'heure, nous abordons dans une de nos équipes la question de la professionnalisation sous l'angle des espaces, des temporalités, des transformations. Donc c'était l'occasion aussi d'approfondir cela, même si encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de cette approche par les temporalités. Et il m'a semblé important de croiser cela avec la question des scènes de l'activité, des scènes au sens d'Irving Goffman. Je reprendrai cela tout à l'heure parce que le propre d'une activité de directeur général, mais c'est vrai d'autres métiers, hein, on pourrait dire, mais puisque ce métier ou cette fonction qui m'intéresse là, je parle de ce métier ou de cette fonction de directeur général, c'est qu'il y a une diversité de scènes, d'environnements, de situations dans lesquelles il est engagé, qui sont des situations qui ne mobilisent pas le même régime d'activité, et c'est intéressant de voir cela sous l'angle aussi des scènes, et notamment des rôles. Les rôles attendus ne sont pas les mêmes, les rôles exercés non plus, puisqu'un directeur général a une dimension politique et publique importante. Donc c'est une fonction qui suppose qu'il y a des conceptions de rôle et des représentations de rôle. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, si je commence par la notion de temporalité, il y a 4 travaux qui ont été pour moi déterminants par rapport à ce terrain de recherche, bien entendu. D'abord dire, mais c'est évident que la notion de temporalité, elle fait l'objet de nombreux travaux quand même, que ce soit en sociologie, en formation des adultes, bon, dans d'autres champs disciplinaires. Moi, il y a quelques travaux qui, sans doute un peu des travaux, comment dire, liminaire, on pourrait dire, sur cette thématique. Je pense aux travaux sur les cadres temporels, comprendre qu'il y a des cadres temporels, et je reprendrai cet exemple, qui sont ou bien imposés par l'environnement ou construits par les acteurs, construits dans une activité de construction sociale, par exemple dans une association,
Du fait des obligations légales de fonctionnement d'une association, notamment loi 1901, on a l'obligation de mettre en place un conseil d'administration. Un conseil d'administration composé d'administrateurs avec invitation régulière du directeur général. Ça, c'est un cadre temporel particulier de l'activité qui est construit par les acteurs et qui est loin d'être naturel, comme le cycle jour-nuit, etc. Donc, cette notion de cadre temporel me paraissait intéressante. Autre point qui m'a paru intéressant dans les travaux, j'allais dire un peu plus génériques, après je viendrai aux travaux plus particulièrement faits sur les cadres, puisqu'il y a des travaux qui utilisent cette approche par les temporalités s'agissant plutôt de des métiers d'encadrement. Donc, autre point qui a attiré mon attention, ce sont les travaux notamment de Norbert Alter sur les dyschronies et notamment le fait que, parce que c'est ce qui m'apparaissait au fur et à mesure du recueil d'informations pendant les 2 années, un directeur général, c'est vrai aussi d'autres métiers, mais c'est particulièrement décuplé, je trouve, pour un directeur général. Il est sans cesse ou très souvent dans l'amorce de quelque chose en lien avec une décision de changement, de mise en œuvre d'un dispositif, etc., ou d'une politique. Et en même temps, il doit s'engager sur autre chose. Bref, il y a une superposition de plusieurs changements en cours de façon rapide, et ça crée des dyschronies, c'est-à-dire des conflits de temporalité finalement. Un changement n'est même pas terminé qu'il faut engager un autre, voire un troisième, et parfois avec des rythmes différents. Et c'est le fait, mais j'y reviendrai tout à l'heure parce que là c'est peut-être pas très clair en le disant comme ça, qu'il y a une superposition de scènes très fréquemment dans le métier de directeur général. Il est rare qu'il soit sur une seule scène. Il est en fait présent sur plusieurs simultanément. J'y reviendrai évidemment tout à l'heure. Alors, quelques travaux sur les temporalités vécues par les cadres, notamment je pense aux travaux de Toms, Canzari et Scarboutel, notamment l'idée qu'il y a une porosité, mais c'est pas propre au métier de cadre, hein. Nous le vivons aussi dans nos métiers, enfin dans mon métier d'enseignant-chercheur universitaire. Je pense que c'est vrai aussi pour un certain nombre d'entre vous. Il y a disons entre temps de travail, temps professionnel, temps privé, on ne sait plus où est tout à fait la frontière. Bon, une citation d'une publication en 2011, les cadres éprouvent aussi des difficultés dans l'accomplissement de leur travail, notons en premier lieu l'existence de temporalités non mesurées, des temporalités dérangeantes et inutiles ou jugées inutiles, des temporalités parasites et d'urgence. Les cadres dénoncent notamment un important volume de temps de travail perdu à la lecture des courriers électroniques qu'ils jugent bien souvent inutiles, etc., etc. Ces moments de flottement allongent le temps de travail et détournent les cadres d'autres tâches. Voilà, bon, quelques extraits. Les travaux, je me suis intéressé particulièrement aussi aux travaux de Dieu me garde, Saury et Durand, qui évoquent notamment deux choses, hein. Il y a l'idée d'une activité pour le cadre très fragmentée, et ça j'y reviendrai, parce on le constate aussi pour le métier ou la fonction de directeur général, même si ça exerce à un autre niveau. Il y a souvent, c'est ça qui donne l'idée de fragmentation, c'est qu'on est dans des épisodes courts, parfois qui peuvent être très courts. Et à d'autres moments, il y a des épisodes longs, mais il y a beaucoup d'épisodes courts qui sont souvent qui constituent l'essentiel de l'activité, alors qu'on pourrait considérer d'un œil extérieur que ce sont des désorganisateurs d'une activité qui serait plus normale, entre guillemets. Mais c'est ce qui compose l'activité. Par exemple, il y a un conflit social dans un établissement, il interrompt tout de suite son activité, il intervient, il prend le téléphone, il téléphone au directeur de l'établissement en question, etc., etc. Enfin, ce sont des exemples, il y en a d'autres. Cependant, ce que montrent ces travaux, c'est que bien souvent, et j'y reviendrai aussi tout à l'heure, en proposant une hypothèse un peu en termes de conclusion, les cadres réussissent quand même à construire une espèce de cohérence
au-delà de cette fragmentation. C'est-à-dire que, alors, ce que disent Dieumegarn, Saury et Durand, c'est qu'ils établissent des liens lorsque cette cohérence elle est construite de leur activité. C'est en établissement des liens diachroniques, donc de façon longitudinale, entre des épisodes courts. Ils relient la majeure partie de leur activité à des macro-séquences. Donc, c'est l'idée de construire des macro-séquences qui permettent de construire le sens de son activité, bien qu'elle soit fragmentée, extrêmement fragmentée. Alors, le deuxième aspect disons des outils qui m'ont aidé à interroger cette activité, à l'analyser, c'est la question des scènes. En fait, le métier de directeur général, ça s'exerce dans des environnements, dans des situations, je ne sais pas comment dire, sur des scènes multiples. Il y a le conseil d'administration, il y a les services internes de l'association, les établissements, les partenaires, les institutions, notamment les institutions qui financent, mais aussi qui prescrivent, qui contrôlent à des rythmes particuliers, à des échéances particulières. Et l'idée, j'ai essayé d'analyser ces scènes en m'inspirant du concept de rôle, si vous voulez, c'est-à-dire notamment sous cet aspect, parce que c'est bien plus riche que ce que je dis en 2 lignes, hein, sinon on peut pas résumer les travaux d'Erving Goffman en 2 lignes, bien entendu, mais avec l'idée que derrière la scène, il y a des attentes de rôle. C'est surtout pour un personnage tel qu'un directeur général, qui a priori à l'interne, pour les salariés de l'association, on s'attend à ce qu'un directeur général remplisse de telle façon et tienne tel rôle, un certain rôle, représentation de l'association, défense, grandes orientations, etc. Et puis de l'autre côté, il y a des comportements de rôle de la part du directeur général. Pour j'en reparlerai tout à l'heure, il intervient sur une scène publique. Par exemple, il prend la parole en public lors de manifestations à l'extérieur, manifestations sociales à l'extérieur de l'association. On s'attend aussi à ce que, en tant que directeur général d'association, il adopte un certain rôle et un comportement de rôle. Et c'est donc là, ça structure beaucoup aussi son activité, cette question des rôles attendus et des rôles investis, j'allais dire. Alors, si j'en viens un peu à l'analyse, je dirais que m'a semblé pouvoir repérer 5 scènes de l'activité. Vous avez d'abord, à chaque fois, je vais essayer de préciser ce qu'il en est du cadre temporel, ce qu'il en est, disons, d'une temporalité longue, courte, d'un rythme rapide, cadencé, etc. Est-ce que c'est une scène prévisible ou fortement imprévisible? Tout ça conditionne finalement ou explique, je pense, l'activité déployée. La scène de la gouvernance, qu'on peut appeler de la gouvernance, c'est-à-dire avec le conseil d'administration. Le conseil d'administration, dans une association loi 1901 en France, une instance clé qui est une instance politique qui détermine les grandes orientations de l'association, c'est-à-dire son projet politique, ses orientations à venir, les grandes décisions, etc. Il est composé, ce conseil d'administration, d'un certain nombre de représentants des parents d'enfants en situation de handicap, mais aussi d'autres institutions. Et il y a un président du conseil d'administration, et ce président du conseil d'administration, j'allais dire, le grand patron de l'association, alors que le directeur général est plutôt celui qui met en œuvre, normalement, la politique décidée, les orientations politiques décidées par le conseil d'administration sous la houlette du président du conseil d'administration, donc du président de l'association. Donc, c'est pour ça je parle ici de la scène de la gouvernance, c'est-à-dire qu'on est bien là dans les grandes orientations. Et le directeur général, dans cette association, participe à chaque conseil d'administration pour rendre compte de son activité auprès des administrateurs régulièrement. Donc, il y a au moins un conseil d'administration par an. C'est institué, la date est fixée d'une fois sur l'autre, donc on est dans un cadre temporel imposé, il y a l'agenda des conseils d'administration. Et puis, il y a une certaine prévisibilité parce qu'à chaque fois, parfois plusieurs mois à l'avance, il y a un ordre du jour qui est établi avec l'idée que pour le directeur général, c'est une activité à la fois de présentation de ce qu'il a fait, mais aussi de présentation
et j'en reparlerai tout à l'heure avec le président de l'association, des changements à venir. Et ensuite, c'est au conseil d'administration d'en discuter, de les voter, etc. Donc, on est aussi dans une temporalité longue, dans un rythme cadencé. C'est un peu le conseil, les réunions du conseil d'administration sont un peu le timing, comment dire, les moments de référence qui guident, qui ponctuent le régime de l'association. Deuxième scène, c'est la scène de la dirigeance. Alors de la dirigeance avec la ligne hiérarchique de l'association, c'est-à-dire que là on n'est pas dans une intervention auprès du conseil d'administration, on est plutôt dans comment comment dire, on accompagne un fonctionnement ordinaire ou la mise en œuvre, donc la mise en musique, j'allais dire, la réalisation de changements décidés par le conseil d'administration dans son association. C'est-à-dire, c'est le fait de traduire concrètement les décisions du conseil d'administration en fait réel dans l'association. Par exemple, s'il s'agit de transformer ce qui a été le cas, puisque ça a fait l'objet d'une partie de l'étude pour cet exemple, de transformer la structuration ou l'organisation par établissement en organisation par pôle. Il faut donc nommer des directeurs de pôle qui vont jouer un certain rôle avec les directeurs d'établissement. Donc, il faut créer cette structuration interne. Donc, c'est tout le travail là, comment dire, de traduction concrète des décisions du conseil d'administration. Il y a bien entendu une prévisibilité, on pourrait dire forte, s'agissant par exemple des réunions régulières, quasiment toutes les semaines, de ce qu'on appelle les CODIR, les comités de direction. Mais il y a globalement, quand on regarde l'ensemble de cette scène de la dirigeance, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de l'activité du directeur général, non pas tourné vers le conseil d'administration, mais tourné vers l'interne de l'association, les établissements, les services, etc., il y a une imprévisibilité très forte. Parce que régulièrement, ils interviennent des demandes, des sollicitations non prévues qui font que le directeur général passe à autre chose immédiatement. Je prenais l'exemple d'un conflit social, par exemple. Je prenais l'exemple d'un problème de contrat de travail, même si ça se gère par le DRH de l'association, mais à un certain moment, lorsque la décision est sensible, c'est au directeur général de la prendre. Et donc, il y a régulièrement comme ça des interventions ou des phénomènes qui interviennent et qui font que l'activité sur la scène de la dirigeance relève beaucoup d'une improvisation, on pourrait dire. Alors, on est dans une temporalité longue aussi, longue si on considère les macro-séquences, c'est ce que je mets entre parenthèses sur cette page de diapo, parce que notamment lorsqu'on regarde les projets au long cours, la création de cette fondation d'utilité publique, ça a pris quasiment 2 ans. Là, j'ai été avec lui entre 2018 et 2020 dans la reconstitution des premières étapes, puisqu'il y a tout un travail qui avait été fait en amont. La réorganisation des établissements en pôles, ça a pris aussi un certain temps. Donc, on est dans une temporalité longue. Il y a une partie de l'activité qui renvoie à une temporalité longue. Et il y a toute une partie de l'activité, c'est cette imprévisibilité forte, qui renvoie à des temporalités courtes, caractérisées par des urgences, des rythmes rapides, notamment les exemples que je prenais tout à l'heure. Alors, troisième scène, la scène de l'articulation entre dirigeance et gouvernance. Ce que je veux dire par là, c'est que, alors ça, c'est spécifique à cette association, à cet exemple, parce que ce que nous avons vu, et si j'avais à noter des différences du point de vue de l'analyse que je fais entre les différents terrains, les différentes associations, les 6, c'est que cette troisième scène ne se présente pas du tout de la même façon. Notamment en fonction des enjeux liés au recrutement du directeur général, savoir s'il a été recruté récemment ou pas et par quel président de l'association. Est-ce que c'est celui qui est en poste, en fonction, j'allais dire, ou pas? Et puis, comment se construisent les relations interpersonnelles au sein du binôme directeur général et président de l'association.
En fait, dans cet exemple, pour tout vous dire, le binôme s'est construit au fur et à mesure avec des épreuves, ce que certains appelleraient des épreuves de professionnalité finalement, qui fait qu'on se construit au fur et à mesure en les dépassant. Notamment des attaques vis-à-vis du directeur général, le président ayant pris sa défense de façon justifiée et réciproquement. Et donc tout ça a solidifié au fur et à mesure le binôme. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, au sein du binôme, le binôme n'existe pas vraiment et les relations entre le directeur général et le président sont plutôt conflictuelles ou difficiles. Et donc, ça rend les choses compliquées et parfois le devenir du directeur général, évidemment, à court terme est remis en cause. Donc là, on est dans un exemple, c'est pour ça que j'insiste sur ce point, où le binôme existe et s'est construit au fur et à mesure avec une certaine, c'est ce que je mets ici et c'est ce que je souligne dans cette diapo, confiance, c'est-à-dire que on est dans une temporalité longue et continue où l'activité, il y a une activité d'échange mutuel régulier. On se téléphone quasiment tous les jours. Citation du président, on se voit régulièrement, se téléphone aussi le week-end, dit le directeur général. Tester les idées avant de les diffuser, discuter sereinement des divergences de points de vue. Donc on discute franchement, mais on se respecte dans les différents points de vue. Tout ça permet d'établir une certaine confiance. On est dans un rythme aussi cadencé. Il y a des moments de rencontres qui sont sur l'agenda, et puis il y a des moments informels, y compris le week-end, comme je le disais là. Mais tout dépend là de la construction du binôme. C'est très variable selon les associations. Quatrième scène, c'est la scène de la représentation externe de l'association. Lors d'une de mes couples de journées, euh, dans l'association, j'ai eu la possibilité d'accompagner le directeur général. Ça fait partie des observations in situ, l'immersion dans des moments d'activité, lorsque le directeur général était invité à dire quelques mots pour le départ en retraite d'un autre directeur général d'une grosse association. Donc c'était en public, il y avait dans une grande salle, enfin il y avait des journalistes, etc. Et donc, ça fait partie aussi de son activité de représenter à l'extérieur, que ce soit des moments de ce type ou d'autres moments, donc de représenter l'association. Donc, c'est un cadre temporel, je dirais, consenti. Il n'est pas imposé, il est consenti, mais bon, il est important qu'il y soit, bien sûr. Et là, on est sur des, ça peut être l'inauguration de nouveaux locaux, ça peut être la participation à un cocktail, ça peut être, etc., etc. Bon, pas insister davantage. Et puis cinquième scène, qui me semble là caractériser un élément fort des tendances d'évolution du métier de directeur général depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, si on regarde un peu sur cet empan temporel, c'est tout le travail de négociation et de véritable négociation, enfin, de véritables négociations. Parfois, les directeurs généraux, en tout cas c'est ce qui est apparu sur les sites terrains, considèrent qu'ils n'ont pas trop le choix, mais en gros, il y a tout un travail qui consiste à réaliser des bilans, le bilan de l'activité de l'association sur les années passées, de le présenter et de le défendre auprès des tutelles, des institutions de tutelle, en même temps que de défendre un projet et l'évolution du projet de l'association pour les années à venir, tout cela déterminant l'obtention d'un certain nombre de moyens pour fonctionner. C'est ce qu'on appelle la négociation de contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, c'est ce que signifie le sigle, l'acronyme CEPOM. Donc là, on est sur un rythme régulier, on sait que c'est à peu près tous les 4 ou 5 ans, ça dépend des environnements. On est dans un cadre temporel imposé. S'il n'y a pas cette activité, l'association va très vite être en difficulté. D'ailleurs, maintenant c'est une obligation. Et c'est à chaque fois sur une temporalité courte parce que en tout cas ce que dit ce directeur général, et c'est vrai d'autres directeurs généraux que nous avons rencontrés, c'est que on connaît les échéances, enfin comment dire, pas tellement à l'avance finalement. Et donc, il y a quelques mois pour rédiger le bilan, l'auto-évaluation, le projet est négocié, et parfois c'est un peu court. Et comme on ne sait pas toujours quels sont les outils et les critères qui vont être utilisés puisqu'ils changent d'un instant à l'autre, on ne peut pas, d'un CEPOM à l'autre, on ne peut pas toujours anticiper véritablement. Sinon, on risque de perdre du temps.
Voilà, donc au total, on pourrait dire, enfin, ce qui m'a semblé être très caractéristique de cette fonction, de ce métier de directeur général, c'est que c'est une activité caractérisée par une fragmentation forte. La fragmentation, elle est surtout liée au fait qu'il y a une superposition, c'est ce que vous avez en rouge là, pour ne pas oublier de vous le dire, une superposition assez forte de plusieurs scènes. Il est rare, par exemple, que le directeur général soit enfin, comment dire, dans une situation où il n'est pas interrompu en lien avec une activité relevant d'une autre scène. Hein. Par exemple, je prends cet exemple, mais je l'ai pas observé sur mon terrain, mais je sais que ça a été relayé à d'autres moments, le fait d'être interrompu lors d'une représentation publique par un problème urgent à traiter. Donc on est sur la scène de la dirigeance tournée vers le fonctionnement de interne de l'association qui apparaît alors qu'une autre scène est en train de se dérouler. Donc c'est cette superposition, le fait que ça percute parfois, qui crée cette fragmentation forte et donc qui crée aussi des conflits de temporalité et de rythme et donc des dyschronies au sens où ça a été évoqué notamment dans les travaux de Norbert Alter, et donc avec l'hypothèse hypothèse un peu étayée tout à l'heure, enfin je vais revenir, que ça conduit à développer du point de vue des apprentissages professionnels pour les directeurs généraux, bien sûr des apprentissages spécifiques aux situations qu'ils rencontrent, mais aussi des apprentissages de type gestion de la multi-activité, en fait, de la diversité des registres d'intervention. Le fait d'être capable de ne pas mettre de côté totalement l'activité en cours sur une scène alors qu'une urgence intervient sur une autre scène, mais pouvoir faire les deux, ou pouvoir poursuivre la première activité, peut-être avec un autre régime qu'antérieurement. Donc ça, c'est, on pourrait dire, sans doute quelque chose et qui s'apprend beaucoup. Donc ça, je l'ai évoqué tout à l'heure, qui s'apprend beaucoup sans doute au fur et à mesure de l'expérience. Et si je fais écho aux travaux de Jean-Yves Trépeau, euh, qui parle beaucoup, s'agissant des experts, puisqu'il a beaucoup travaillé sous un angle sociologique le développement de l'expertise, et il montre que l'expert, finalement, il relève beaucoup, il construit au fur et à mesure de son expérience une improvisation. Mais cette improvisation, c'est pas le fait d'identifier du nouveau à tout instant, mais c'est le fait de mobiliser des schémas d'intervention qu'il a intégrés au fur et à mesure de son expérience et de les recombiner différemment sans qu'il sache trop comment il fait et qui donne l'impression d'une improvisation finalement sophistiquée. Et donc, on pourrait dire que cette gestion de la multi-activité, elle se construit un peu sur ce mode-là, parfois de façon plus probablement, alors c'est une hypothèse, hein, parce que c'est difficile à saisir, surtout dans une recherche qui est située dans le temps, mais un certain nombre de propos, je vais y revenir dans la diapo suivante, me conduisent à le penser. Donc on est notamment, je vais passer à la diapo suivante pour terminer à peu près à l'heure, avec une hypothèse, c'est que le moment de la recherche, vous vous souvenez de ce que je disais des travaux de Diomgard et Sori tout à l'heure, notamment sur l'idée que et c'est une activité fragmentée, mais en même temps, à un certain moment, ils sont capables, les cadres, puisque c'est leurs travaux, de construire une cohérence d'ensemble, de redonner du sens. Et je pense que le temps de la recherche est un temps qui provoque aussi cette prise de conscience et cette construction de liens et de cohérence de la part des directeurs généraux, et plusieurs extraits pour le directeur général avec lequel j'ai travaillé et que je mentionne ici dans cette diapo me conduisent à le penser. C'est-à-dire que euh, du fait de ces questionnements que j'ai pu aborder avec lui, ça a été une occasion de construire
peut-être, ou de renforcer ces liens. Par exemple, quand il dit, quand je vous en parle, je m'aperçois de choses que je ne voyais pas avant. En vous le disant, je pense vraiment maintenant que je m'y suis mal pris. Je me suis aperçu de beaucoup de choses en vous le disant et ça me donne des pistes pour la suite. Bien sûr, il y a un lien à faire maintenant que j'en parle entre ces deux moments. Donc tout ça montre que le moment de la recherche est un moment aussi, on pourrait dire, qui contribue à sa professionnalisation et aux apprentissages du directeur général, en essayant de construire, en faisant en sorte que c'est un des effets produits, ça l'aide à construire une cohérence entre des moments de son activité qui sont inscrits ces moments-là dans des temporalités si courtes et qui créent cette fragmentation et qui pourraient laisser penser que finalement c'est une activité qui part dans tous les sens. Mais non, il y a une orientation et un sens peut-être ou une cohérence d'ensemble qu'on peut construire en tant que directeur général à propos de cette activité. Et probablement que le moment de recherche est un moment privilégié pour favoriser cette construction. Je vous remercie de votre attention.